Au cours de l'hiver 1821, dans un village isolé près des terres au sommet de l'Écosse, quelque chose s'est passé qui remettrait en question tout ce que les habitants pensaient connaître la nature humaine et les mystères de l'esprit. Un enfant est apparu dans la communauté parlant une langue qu'aucun érudit, linguiste ou voyageur avait déjà entendu parler. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un dialecte langue inconnu ou oublié. Ce dont parlait l'enfant semblait suivre des modèles et des structures qui remettaient en question les fondements mêmes du langage humain. C'est l'histoire documentée dans les journaux intimes du docteur Eshmlo, le médecin du village, et corroborée par les témoignages de 17 différents témoins. L'histoire d'un garçon qui aurait pu emmener avec lui les secrets d'un monde qui ne devrait pas exister. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé à l'hiver 1821, nous devons d'abord nous immerger dans l'Écosse à cette époque. Le pays était encore en train de se remettre de la dévastation effet des expulsions des Highlands, lorsque des milliers de familles ont été expulsées de leurs terres ancestrales pour faire place à l'élevage de moutons. Le village d'Imbérard, où se déroule notre histoire, était l'un des nombreuses communautés éloignées qui luttent pour survivre dans un paysage de plus en plus hostile. Avec seulement 300 habitants, la plupart d'entre eux agriculteurs et pêcheurs, le village était isolé de la principale centres urbains pour des journées de voyage à travers des sentiers perfides de montagne. C'était un endroit où la superstition se mêlait à la foi presbytérien, où les anciennes légendes celtiques résonnaient encore dans la mémoire collective et où l'arrivée de tout étranger était un événement digne de l'attention de toute la communauté. L'hiver de 1821 avait été particulièrement rude. La neige y a bloqué les routes principales pendant des semaines, isolant un vert état d'isolement complet. Une chose extraordinaire s'est produite le matin du 14 février 1821. Margaret McTavish, l'enseignante de l'école du village, a été la première à retrouver l'enfant. Dans son détaillé récit, écrit dans son journal personnel et découvert en 1892, lors de la démolition de sa maison, il a décrit ce qui s'est passé lorsqu'il a ouvert le porte de l'école. Ce matin-là, il y avait un petit garçon assis sur les marches de quelque 8 ou 9, en vêtu de vêtements qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Le tissu semblait mince, presque soyeux, mais la coupe était étrange, comme des vêtements d'une autre époque ou peut-être d'ailleurs, complètement différents. Mais ce qu'il était le plus appelé l'attention étaient ses yeux. Ils étaient inhabituellement brillants, comme s'ils réfléchiront la lumière d'une manière que les yeux humains ne devraient pas. Margaret s'est approchée du garçon et a essayé de communiquer avec lui en anglais, puis en gaélique écossais et enfin dans le petit français que je connaissais. L'enfant répondit, mais avec des sons que Margaret a décrits comme musicaux et fluides, comme de l'eau courir sur des pierres, mais organisés d'une manière qui indiquait clairement l'intelligence et l'intention. Ce qui s'est passé ensuite marquerait le début de l'une des plus faits intéressants sur l'histoire de l'Écosse. Le garçon semblait comprendre que Margaret il essayait de communiquer et a commencé à répondre dans sa langue étrange avec intensité croissante. Mais il y avait quelque chose dans le schéma de son discours, ce qui a profondément troublé Margaret. Ce n'était pas seulement que je ne pouvais pas comprendre le démo, écrivait-il dans son journal. C'était comme si la langue elle-même était incorrecte. Les sons qu'il émettait semblaient suivre des règles que la gorge humaine ne devrait pas être capable de produire. Et pourtant, il y avait une logique indéniable à tout cela, une structure complexe qui suggérait une intelligence profonde. Margaret a emmené le garçon à l'intérieur de l'école et a essayé de le mettre à l'aise pendant que je décidais quoi faire. Le garçon semblait reconnaissant et docile, mais il a continué parlant dans son langage incompréhensible, pointant des objets dans la pièce et apparemment en train d'apprendre à Margaret les mots pour les nommer. C'est alors que Margaret a fait la première découverte troublante sur la langue de l'enfant. Il semblait avoir une structure mathématique. Quand il a pointé un livre, disait quelque chose qui ressemblait à Tylon. Quand il a montré 2 livres, il a dit Tionvaret. 3 livres de Tionbercail. Mais quand il arrivait à 4 livres, au lieu d'ajouter une autre syllabe, il disait quelque chose complètement différent. Mandara. Et 5 livres, c'était Mandara. Bien que Margaret n'avait qu'une éducation de base, elle était assez intelligente pour le reconnaître. Je cherchais un système de numération basé sur autre chose que le familier, le système décimal des humains. L'enfant semblait compter sur la base 4, ce qui cela suggérait à un esprit qui traitait la réalité de manière fondamentalement différente. La nouvelle de l'étrange enfant se répandit rapidement dans le village. Dans l'après-midi, la moitié d'Imray s'était rassemblée à l'école pour voir le garçon qui parlait cette langue impossible. Docteur Eshmlo, le médecin de la légende, était l'un de ceux convoqués.
Blue était un homme de science éduqué dans l'université d'Édimbourg et initialement sceptique quant aux affirmations selon lesquelles entourait le garçon, mais sa rencontre avec le garçon a radicalement changé son perspective. Dans son journal médical, Mlo a écrit « J'ai examiné l'enfant avec il voulait trouver une explication physique à sa façon particulière de parler. Ce que j'ai découvert a remis en question toutes mes connaissances médicales. L'examen physique a révélé des anomalies dérangeantes. Selon Mou, les cordes vocales de l'enfant avaient une structure qu'il n'avait jamais observée chez aucun être humain. Il semblait y avoir des fibres musculaires et des formations des os cartilagineux supplémentaires qui lui permettaient de produire des sons dans des gammes d'une fréquence qui auraient dû être impossibles pour un enfant humain. Mais les anomalies ne se limitaient pas à son appareil vocal. MLO a observé que le crâne de l'enfant était légèrement plus grand que la normale, avec des formations osseuses, inhabituelles dans les domaines associés au traitement du langage. Ses yeux, au-delà des siens luminosité étrange, ils avaient des pupilles qui se dilataient et se contractaient, suivant des motifs qui ne correspondaient pas à des réponses normales à la lumière. Le plus troublant de tous, comme l'a enregistré Onlo, était le battement de cœur de l'enfant. Au lieu du rythme régulier à 2 temps auquel nous nous attendons chez les êtres humains, son cœur semblait battre selon un schéma complexe de 4 battements avec des pauses qui suivaient une séquence mathématique que je ne pouvais pas déchiffrer. Alors que la nouvelle de l'enfant se répandait au-delà de Bermoray, des universitaires et des curieux ont commencé à arriver au village. Parmi eux se trouvait le professeur Alizisté du Nord, linguiste de la Université de Glasgow spécialisé dans les langues et dialectes anciens. Le professeur du Nord a passé 3 semaines dans le village à documenter méticuleusement la langue de l'enfant et essayer de trouver des liens avec les familles linguistiques bien connues. Ses conclusions, publiées des années plus tard dans un article académique retenu, ils étaient à la fois fascinants et terrifiants. La langue de l'enfant, écrivait du Nord, il montre des niveaux de complexité qui surpassent tout langage humain connu. Intègre des concepts et structures grammaticales qui semblent conçus pour un esprit capable de traiter de multiples dimensions de la réalité simultanément. Du Nord a identifié des modèles dans la parole de l'enfant qui suggéraient que son langage pouvait exprimer des concepts sans équivalent les langues humaines. Le garçon semblait être capable de décrire relations temporelles, orientation spatiale et même état émotionnel d'une manière qui nécessitait une compréhension des principes mathématiques et physiques inconnus de la science de l'époque. Encore plus troublant était la découverte de Du Nord que le langage de l'enfant semblait évoluer en temps réel. Les mots et expressions que l'enfant a utilisés au cours de la première semaine étaient modifiés et affinés dans les semaines suivantes, comme s'ils s'adaptaient leur communication pour la rendre plus compréhensible pour les humains. C'est comme s'il essayait de combler le fossé entre sa façon de penser et le nôtre, observa Du Nord. Mais l'effort semble lui causer un détresse considérable. En fait, au fil des semaines, les villageois ont commencé à remarquer changements inquiétants dans le comportement de l'enfant. Il est devenu de plus en plus agité, surtout la nuit. Plusieurs villageois ont rapporté qu'ils pouvaient l'entendre parler sa langue d'un ton urgent, presque désespéré pendant la tôt le matin. Margaret McTavish, qui avait été s'occupant de l'enfant, elle a décrit dans son journal comment il passait des heures à regarder vers le ciel, désignant des constellations d'étoiles et parlant rapidement dans son langage incompréhensible, comme s'il essayait de communiquer avec quelque chose de lointain. La situation est devenue encore plus inquiétante lorsque l'enfant a commencé à dessiner. Marie Sinclair, la couturière du village, lui avait donné du papier et du fusain pour divertisser-le. Ce qu'il a créé a laissé tous ceux qui l'ont vu dans un état de profonde agitation. Les dessins de l'enfant n'étaient pas des images au sens conventionnel du terme, c'étaient des diagrammes complexes qui semblaient combiner des formules mathématiques, des lettres astronomiques et symboles qui ne ressemblaient à aucun système d'écriture connu, mais il y avait en eux une logique et une précision indéniables qui suggéraient une connaissance approfondie. Le docteur Mlo, qui a gardé plusieurs de ses dessins dans son journal médical, il les a décrits comme des fenêtres sur un esprit qui a fonctionné selon des principes que nous ne pouvons pas comprendre. Un dessin dont il a attiré l'attention de tous les observateurs. Cela représentait cela semblait être une carte, mais pas d'un endroit terrestre. Les formes géométriques étaient reliées par des lignes qui semblaient représenter une sorte de réseau ou système de communication. À divers endroits sur la carte, le garçon avait-il dessiné des symboles qu'il pointait continuellement du doigt tout en parlant urgemment dans leur langue. Le professeur du Nord a essayé de déchiffrer les symboles, mais est arrivé à la conclusion qu'ils représentaient des concepts pour lesquels il n'y avait pas d'équivalent humain.
C'est comme s'il essayait de nous montrer l'emplacement de quelque chose ou de quelqu'un, mais en utilisant des points de référence qui existent en dehors de notre compréhension de l'espace et du temps. Le mystère s'est approfondi lorsque le garçon a commencé à montrer ce que les villageois, ils ne pouvaient que le décrire comme un comportement prophétique. Le 15 mars de 1821, le garçon est devenu très nerveux, pointant à plusieurs reprises au ciel et parlant dans leur langue avec une urgence croissante. Il semblait pour essayer d'avertir les villageois de quelque chose, mais personne ne pouvait comprendre quoi. 2 jours plus tard, une tempête de neige inattendue a frappé la région avec une violence inhabituelle. La tempête a duré 3 jours et a été si violente que plusieurs maisons du village ont été endommagées. Mais ce qui a le plus impressionné les villageois, c'est que le garçon avait en quelque sorte prédit non seulement l'arrivée de la tempête, mais aussi son durée exacte. Des incidents similaires se sont produits en mars et avril. L'enfant était agité, pointant vers le ciel ou des directions spécifiques et parlant à urgence dans votre langue. Invariablement, en quelques jours, quelque chose se produisait significatif. Tempête, glissement de terrain, même l'arrivée des visiteurs inattendus pour le peuple. Le docteur Laou a commencé à documenter méticuleusement ces incidents, tente de trouver une explication scientifique, mais combien plus il regardait, plus il était convaincu que le garçon possédait une sorte de connaissance ou perception qui transcendait les limites humaines normales. La situation atteignit son paroxysme à la fin d'avril 1821, lorsque des représentants de la couronne britannique sont arrivés à Inverare. La délégation était dirigée par le colonel James Worthington, officier de les renseignements militaires qui prétendait enquêter sur des rapports d'activité insolites dans la région. Il était accompagné du docteur Erasmus, un médecin du gouvernement spécialisé dans les anomalies mentales, et le professeur Cornelius Ashworth, décrit comme un expert des langues et civilisations anciennes perdues. L'arrivée de ces fonctionnaires a marqué le début de la fin de la enfant à Inverare et le début d'une dissimulation gouvernementale qui durerait plus de 2 siècles. La première mesure prise par le colonel Worthington a été de restreindre l'accès aux enfants. Il a ordonné qu'aucun villageois ne puisse interagir avec lui sans autorisation officier et a commencé à mener ses propres interrogatoires et examens. Les transcriptions de ces séances, découvertes en 1987 dans les archives classifiées de le gouvernement britannique, révèlent l'étendue réelle de la préoccupation des fonctionnaires pour l'enfant. Dans un rapport daté du 28 avril 1821, le docteur Erasmus a écrit « Le sujet démontre des capacités cognitives qui remettent en question notre compréhension de la capacité mentale humaine. Leur langage semble coder l'information d'une manière qui suggère l'accès à des sources de connaissances inconnues de la science contemporaine. » Le professeur Ashworth a été encore plus direct dans son évaluation. Les compétences, la linguistique de cet enfant n'est pas simplement inhabituelle, elle est impossible. C'est communiquer des concepts et des informations qui ne devraient exister dans aucun esprit humain. Nous avons affaire à quelque chose qui transcende le développement humain normal. Mais c'est le colonel Worthington qui a fait l'observation la plus troublante. Les dessins de l'enfant contiennent des représentations détaillées d'installations et de formations militaires, données géographiques classées secret d'État, des informations auxquelles il n'aurait pas pu avoir accès par des moyens conventionnels. Les représentants du gouvernement ont passé 2 semaines à mener des examens intensifs sur le garçon. Pendant cette période, il était interdit aux villageois de s'approcher de l'école ou le séance. Cependant, plusieurs villageois ont rapporté avoir entendu des bruits étranges provenant du bâtiment la nuit. Des sons qu'ils ont décrits comme la voix de l'enfant, mais déformés comme s'il parlait à travers l'eau ou de très loin. Margaret McTavish a consigné dans son journal son inquiétude croissante à cause de la façon dont l'enfant a été traité. Ils lui font quelque chose. Je le vois dans ses yeux quand il l'emmène faire de courtes promenades. Perd cette qualité lumineuse qui l'a rendu si spécial. C'est comme si la lumière de son âme était drainée de lui. Le 12 mai 1821, le garçon disparut. La version officielle, selon des documents retrouvés plus tard dans les archives gouvernementales, il était indiqué que l'enfant avait été transféré dans un établissement médical approprié pour poursuivre ses soins et d'études, mais les villageois qui ont assisté à son départ ont raconté une histoire très différente. Thomas McBride, le forgeron du village, rapportait qu'il avait vu une voiture couverte quitter Bermar avant l'aube du 12 mai, mais ce qu'il a observé a défié toute explication logique. L'enfant était dans la voiture, mais il n'était pas seul, a écrit McBride dans une déclaration conservée dans les archives du village. Il y avait des ombres qui se déplaçaient vers autour de lui, des formes qui semblaient humaines, mais qui bougeaient dans un contre-nature.
Et le garçon parlait son langage étrange, mais sa voix semblait provenir de tout parti à la fois, comme si l'air lui-même portait ses paroles. D'autres témoins ont rapporté des observations similaires. La voiture semblait bouger sans bruit, et plusieurs les villageois ont juré qu'ils avaient vu des lumières dans le ciel suivant le véhicule, comme il a disparu dans les montagnes. C'était la dernière fois que quelqu'un à un bas mort, il a vu le garçon qui parlait cette langue impossible. Mais son histoire ne s'est pas terminée là. En fait, ce qui s'est passé après sa disparition est peut-être encore plus troublant que le mystère de ses origines. Dans les décennies qui ont suivi la disparition de l'enfant un bas mort, une série de documents a commencé à être événements étranges dans les archives médicales et militaires de tout l'Empire britannique. Des événements qui suggéraient que l'histoire du garçon était loin d'être terminée. Le premier incident enregistré s'est produit en août 1821, seulement 3 mois après la disparition. Dr William Hardwell, médecin en chef de la le Royal Edinburgh Hospital, rapportait dans une correspondance confidentielle avec le ministère de la Guerre d'une affaire qui l'avait profondément troublé. Un patient avait été admis à l'hôpital après avoir subi une attaque pendant une expérience scientifique à l'université. Pendant son délire, l'homme avait commencé à parler dans une langue qu'aucun des médecins ne pouvait identifier. Mais ce qui a le plus alarmé le docteur Hardwell, c'est qu'il a reconnu certains des modèles de discours décrits dans les rapports classifiés sur le cas mort. Les sons produits par le patient a suivi la même structure mathématique impossible documentée dans le cas de l'enfant écossais. Hardwell a écrit: encore plus troublant est-ce que lorsque le patient s'est rétabli, il ne se souvenait pas de parler cette langue, il n'a pas non plus démontré de connaissance des langues étrangères. Ce schéma se répéterait avec inquiétude fréquente dans les années suivantes, entre 1821 et 1830, au moins 40 cas similaires ont été documentés dans des hôpitaux, des universités et installations militaires des îles britanniques. Il suivait toujours le même schéma. Les personnes sans compétences linguistiques particulières ont soudainement commencé à parler le langage impossible pendant les états modifiés de conscience, fièvres élevées, convulsions ou après des expériences scientifiques connexes avec de l'électricité ou du magnétisme. Qu'est-ce qui a rendu ces cas encore plus troublants était que beaucoup de personnes touchées semblaient être transmission d'informations spécifiques. Professeur de mathématiques de l'Université de Cambridge, a rapporté que les patients délirants présentaient des solutions à des problèmes mathématiques complexes en utilisant ce langage étrange. Les ingénieurs militaires ont documenté des cas dans lesquels des soldats blessés ont décrit dans ce langage incompréhensible des conceptions de machines qui ne seraient inventées qu'après des décennies plus tard. En 1825, l'affaire a été portée à l'attention directe du couronne lorsque le prince régent lui-même, plus tard le roi George IV, était témoin d'un incident lors d'une visite à l'Observatoire royal de Greenwich. Selon les documents découverts en 1963 aux Archives royales, l'astronome réel, le docteur Nathaniel Mascoloni, montrait un nouveau télescope au prince quand quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Lors de l'observation d'une conjonction planétarium, l'un des assistants de l'observatoire, âgé de 19 ans appelé Peter Thornbury, il est soudainement entré en transe et a commencé à parler en ce langage mystérieux. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Thornbury non seulement parlait un langage impossible, mais semblait répondre à quelqu'un comme si j'avais une conversation avec une présence invisible. Le prince régent, d'abord intrigué, fut rapidement alarmé lorsqu'il remarqua que Thornbury pointait des constellations spécifiques dans le ciel et il prononçait des séquences de sons qui suivaient des schémas mathématiques complexes. C'était comme si le garçon recevait des instructions astronomiques d'une source qu'aucun de nous ne pouvait percevoir. Mal a écrit dans son rapport confidentiel: les informations qu'il a transmission s'est avérée correcte lorsque nous l'avons vérifié plus tard avec notre calcul plus précis. Cet incident a conduit à la création d'une commission royale secrète pour enquêter sur les affaires liées à la langage impossible, car les documents officiels ont commencé à faire référence au monstre. La commission royale sur les anomalies linguistiques, établie en 1826, était présidée par le colonel Worthington, le même officier qui avait enquêté sur le cas initial d'Invrar. Au cours des 15 prochaines années, la commission documenterait des centaines des cas et développerait des théories de plus en plus troublantes sur la nature du phénomène. Les dossiers de la commission partiellement déclassifiés, ce n'est qu'en 1995 qu'ils révèlent une enquête qui s'est concentrée de plus en plus dans une possibilité effrayante, que l'enfant d'Imbérard, il aurait en quelque sorte infecté d'autres esprits avec son langage impossible. Le docteur Erasme, qui avait examiné l'enfant originel, devint le théoricien-chef de la commission. Dans ses rapports, il a développé ce qu'il a appelé la théorie de la transmission linguistique. Ce n'est pas un phénomène isolé,
écrivait le docteur Erasmus en 1828. Les preuves suggèrent que la langue observée dans le sujet d'origine possède des propriétés qui lui permettent de se répliquer à travers des esprits humains sensibles. C'est comme s'il s'agissait d'une sorte de graine linguistique qui peut germer dans conditions spécifiques. La théorie Erasmus a été soutenue en perturbant les modèles dans les données collectées. La plupart des cas sont produits chez les personnes exposées à des états modifiés de conscience, de la fièvre expériences scientifiques élevées ou expériences mystiques. Mais le plus important est que beaucoup de personnes touchées ont rapporté des rêves vifs dans les jours précédant leurs épisodes. Rêves dans lesquels toujours il y avait un garçon qui parlait dans une langue étrange. Margaret Sinclair, épouse d'un professeur d'Oxford qui a connu un épisode en 1829, il a décrit dans une lettre à sa sœur. Au cours des 3 nuits précédant l'incident, j'ai rêvé d'un enfant à l'air étrange. Il essayait de m'apprendre des mots en une langue que je n'avais jamais entendue, mais que je comprenais parfaitement dans les rêves. Quand je me suis réveillée en parlant cette langue, j'ai reconnu immédiatement les mots que l'enfant m'avait appris. En 1831, la commission a fait une découverte qui allait complètement changer sa compréhension de l'affaire. L'enfant d'un Bérard a continué vivant. La découverte est venue d'une source inattendue. Jacques Morrison, un ancien soldat qui avait servi comme garde dans une installation militaire secrète dans le nord de l'Angleterre, a approché les autorités avec une histoire extraordinaire. Morrison a affirmé avoir travaillé pendant 5 ans dans un établissement souterrain où le gouvernement britannique a mené des expériences sur des sujets anormaux. Parmi ces sujets, selon Morrison, il y avait un enfant qui correspondait avec la description de l'enfant à un béret. Exactement. Il était détenu dans une cellule spéciale tapissée de plomb et de fer, a-t-il déclaré Morrison dans son témoignage officiel. Ils ont dit que c'était pour contenir une sorte d'influence qu'il projetait. Mais je pouvais l'entendre parler de cet étranger la langue, même à travers les murs épais. Et chaque fois qu'il parlait des choses étranges, commençaient à se produire dans l'établissement. Morrison a décrit une série d'incidents survenus pendant son service. Des équipes scientifiques qu'il travaillait d'une manière impossible, des gardes qui parlaient soudainement des langues des étrangers pendant leur quart de travail. Et le plus troublant de tous, l'apparition de textes écrits en écriture indéchiffrable sur les murs des locaux. L'écriture est apparue pendant la nuit. Morrison a signalé des symboles complexes qui s'étendaient le long des murs comme s'ils avaient été sculptés à la main invisible. Les scientifiques ont essayé de les effacer, mais ils revenaient toujours à apparaître de plus en plus en quantité. Le témoignage de Morrison a été reçu d'abord avec scepticisme, mais une enquête discrète a confirmé l'existence de l'installation que vous décriviez. Encore plus alarmant était que lorsque les enquêteurs de la commission ont visité le site et ont trouvé des preuves matérielles, cela corroborait son histoire. Les cellules souterraines existaient encore, et les murs ils étaient recouverts de symboles qui correspondaient exactement aux dessins trouvés dans les dossiers précédents de l'enfant. Cependant, l'installation avait été abandonnée et il n'y avait aucun signe de l'enfant ou de tout autre sujet anormal. Morrison a affirmé que l'installation avait été évacuée à la hâte en 1830 après un incident. Il a refusé de décrire en détail. La seule chose qu'il a révélée était que l'enfant avait fait quelque chose qui cela a tellement effrayé les scientifiques qu'ils ont décidé qu'il était plus sûr de le quitter pour marcher. À partir de ce moment, la piste de l'enfant Imbéry s'est transformée fragmentée et contradictoire, mais non moins inquiétant. Entre 1831 et 1850, les autorités britanniques ont continué à recevoir des rapports sporadiques sur observation d'un enfant correspondant à la description de l'enfant d'origine, mais ces observations présentaient une incohérence déconcertante. L'enfant ne semblait pas avoir vieilli. En 1835, un marchand de Dublin a rapporté qu'il avait rencontré le garçon dans une taverne, parlant à des marins dans un langage qui faisait vibrer les verres sur les tables. En 1841, un médecin de Bristol a documenté le traitement d'un enfant blessé qui parlait ce langage impossible. Mais le garçon a disparu de l'hôpital pendant la nuit, ne laissant que quelques étrangers symboles gravés sur les murs de sa chambre. Le cas le mieux documenté s'est produit en 1847 pendant la Grande Embuna irlandaise. Les pères Michael Sullivan, qui a travaillé avec des réfugiés affamés au port de Liverpool, a rapporté une rencontre extraordinaire dans une lettre à l'évêque locaux. Un enfant est apparu parmi les réfugiés, mais il était différent de tous les autres. Ses vêtements étaient propres et il semblait bien nourri malgré les famines dévastatrices. Quand j'ai essayé de lui parler, il m'a répondu dans une langue, ce que j'ai immédiatement reconnu d'après les récits que j'avais entendus. C'était la langue le garçon d'Invraray.
Qu'est-ce qui a rendu cette observation particulièrement significative était que le père O'Sullivan était un érudit des langues anciennes et il a réussi à documenter plusieurs heures de conversation avec l'enfant. Il semblait qu'il essayait de m'apprendre sa langue, a écrit Sullivan, et peu à peu j'ai commencé à comprendre des fragments de ce qu'il disait. Je parlais d'endroits qui n'existent sur aucune carte, des gens qui vivent entre les moments et d'une grande rencontre qui allait arriver. Encore plus troublant, O'Sullivan rapportait que l'enfant semblait connaître des détails intimes de sa vie personnelle, des souvenirs d'enfance, des peurs, des secrets, même des pensées qui ne sont jamais je n'avais partagées avec personne. C'était comme si je pouvais lire non seulement mes pensées, mais toute l'histoire de mon âme, a-t-il écrit. Et quand il est parti, je suis resté avec le terrible sentiment qu'il avait été marqué d'une certaine manière, choisi dans un but que je ne peux pas comprendre. Le père O'Sullivan est décédé 3 années plus tard dans des circonstances que ses collègues qualifiaient de mystérieuses. Son corps a été retrouvé dans sa cellule sans aucun signe de violence ou de maladie, mais avec une expression de terreur absolue sur son visage. Sur les murs qui l'entouraient, écrits d'une écriture qui n'était pas la sienne, ils y ont trouvé des centaines de symboles dans l'écriture impossible de l'enfant. En 1851, exactement 30 ans après la première apparition de l'enfant à Humbert-Harey, les observations se sont arrêtées brusquement. Il n'y a pas eu de nouveaux rapports depuis des décennies. Cas aux autorités, mais cela ne signifiait pas que le mystère avait terminé, seulement cela avait évolué en quelque chose d'encore plus dérangeant. Démarrage des années 1860, un nouveau modèle a commencé à émerger dans les rapports officiels. Au lieu d'observation directe de l'enfant, les autorités ont commencé à recevoir rapports d'influences linguistiques anormales dans les endroits où ils étaient produire des découvertes scientifiques révolutionnaires. Charles Darwin, lors de sa dernière travaux sur l'origine des espèces, rapportait dans une correspondance privée avec son cousin qui avait commencé à rêver dans un langage de nombres et de motifs qu'il lui a fourni des connaissances sur l'évolution et la sélection naturelle. Gregor Mendel, le moine autrichien dont les expériences avec les plans de poids établissent les lois de l'héritage, il a avoué dans des lettres à ses collègues que les découvertes les plus importantes sont venues de rêves dans lesquels un enfant lui a appris la grammaire de la vie en un langage fait de modèles et de probabilités. Le schéma était toujours le même. Les scientifiques à la pointe des découvertes humaines rapportaient des influences d'un langage impossible, qui cela a considérablement accéléré sa compréhension des mystères de la nature. En 1876, la Commission royale sur les anomalies linguistiques est officiellement dissoute. Mais ces dossiers ont révélé que la décision n'était pas motivée par la résolution de l'affaire, mais par crainte de ses implications. Le rapport final de la Commission, signé par le colonel Worthington lui-même peu avant sa mort, il contenait une évaluation terrifiante. Nous sommes arrivés à la conclusion inévitable que le sujet connu sous le nom d'enfant Humbert-Harey n'est pas et n'a jamais été complètement humain. Votre langue n'est pas simplement un système de communication, mais une forme de technologie qui peut influencer et accélérer le développement cognitif humain. Encore plus alarmant est que les preuves suggèrent que l'influence se répand. Chaque esprit touché par cette langue devient un nouveau vecteur de transmission, diffusant des schémas de pensée qui peuvent modifier fondamentalement la trajectoire de la développement humain. Nous recommandons que tous les fichiers liés à cela ils sont classés indéfiniment. Il est possible que l'humanité ne soit pas prête à vraiment comprendre ce que nous avons trouvé. Au XXe siècle, alors que la science progressait à un rythme accéléré, les chercheurs, attentifs à commencer à identifier des schémas suggérant que l'influence de l'enfant sur Humbert-Harey ne s'était jamais vraiment arrêtée. Dr Helena Keno, historienne à l'Université de Cambridge, il a passé 20 ans à étudier le dossier déclassifié de l'affaire. Dans ses recherches, publiées discrètement en 1987, il a identifié des corrélations troublantes et statistiques. Quand on compare les endroits où il a été aperçu historiquement l'enfant avec les lieux où les principales découvertes scientifiques ont eu lieu dans le fil des siècles, nous trouvons une corrélation qui va bien au-delà de la coïncidence, a écrit Keno. Les endroits où l'enfant a été vu, ils sont devenus des centres d'innovation scientifique en une génération. Encore plus troublant qu'il nous est documenté que beaucoup des personnes influentes des Xe et Xe siècles ont raconté dans des écrits privés des rêves ou des expériences liées à un langage impossible qui ont influencé son travail. Tesla a parlé de chuchotement électrique dans un langage de nombres qui a guidé ses inventions. Einstein a décrit des périodes d'inspiration au cours desquelles les équations de relativité ont été révélées dans un langage du cosmos qui transcendait le des mots humains. Même Watson et Crick, découvreurs de la structure de l'ADN, ils ont fait allusion dans leur correspondance personnelle à des idées qui venaient d'une source qu'ils ne pouvaient expliquer rationnellement. Ce qui est clair,
a conclu Queneau, c'est que la langue de l'enfant Humbert peut avoir secrètement accéléré le progrès scientifique humain depuis plus d'un siècle. La question n'est pas de savoir si cela continue d'influencer notre civilisation, mais dans quelle mesure notre évolution technologique a été guidée par une intelligence non humaine. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le cas de l'enfant d'Humbert se poursuit être l'un des mystères documentés et les moins compris de l'histoire britannique. Les théories abondent sur sa vraie nature. Certains chercheurs suggèrent qu'il était un voyageur du temps, qui a apporté la connaissance de l'avenir encodée dans une langue que nos esprits seuls ils pourraient traiter inconsciemment. D'autres proposent qu'il était un extraterrestre qui a utilisé une forme de communication basée sur des principes mathématiques universels. La théorie la plus dérangeante avancée par un petit groupe de linguistes et de physiciens théoriciens suggère que l'enfant représentait une forme évoluée de la conscience humaine, un aperçu de ce que notre espèce pourrait devenir si nous transcendons les limites du langage linéaire. Ce que nous savons avec la certitude est la suivante. En 1821, un garçon est apparu dans un village reculé écossais parlant une langue qui défiait la compréhension. Sa présence déclenchait une chaîne d'événements qui ont peut-être secrètement façonné le cours de la civilisation humaine depuis 2 siècles. Et si les modèles identifiés par les chercheurs sont corrects, son influence continue aujourd'hui, chuchotant dans l'esprit des scientifiques et inventeurs, accélérant notre évolution vers un avenir qui cela a peut-être été planifié il y a plus de 200 ans par une intelligence qui n'a pas encore on peut comprendre. Le langage impossible peut être devenu la force invisible derrière le progrès humain moderne. Et peut-être, juste peut-être, que sortait le plan depuis le début. Si cette histoire de mystère linguistique et l'évolution secrète a atteint votre âme, abonnez-vous à notre chaîne pour savoir plus d'histoires des archives oubliées de l'humanité. Appuyez sur la cloche de notification parce qu'on ne sait jamais quand le prochain mystère pourrait littéralement se réécrire notre compréhension de l'histoire humaine. Jusqu'à la prochaine fois. Rappelez-vous que certaines découvertes changent tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes.